Intersigne. Une émission de Habib Salha. On ne parle jamais de la maternité d'un projet, d'une idée ou d'un texte. C'est bizarre. J'ai entre les mains un bijou, un musée ouvert, une bibliothèque vivante, un accouchement dans les mots, à partir des mots, sur les mots, sous les mots, un roman de paroles, de saveurs, de gestes, de silence, de rêves. La joie de recevoir ce matin Fawzia Zouairi, auteur d'un roman qui vient de paraître, Le corps de ma mère, Déméter 2016. Fawzia Zouairi, la mère et la littérature. On va parler de cette mère qui considère que la mort de la parole, ou une parole écrite, est une parole morte. Et ça, c'est douloureux pour un écrivain que d'offrir un roman à une mère qui voit le monde autrement, à sa manière. Vous avez parlé aussi d'accouchement. Effectivement, j'ai eu l'impression d'accoucher de ma mère. C'est tout à fait un paradoxe, mais c'est l'accouchement recommencé. Vous qui aimez Saint John Perse, la mer, toujours recommencer. On va ajouter le « e », puisqu'il ne s'agit pas de l'océan de la mer, mais la mer. On recommence la mer, elle nous donne la vie, mais quand on l'écrit, on recommence la mer et avec elle la langue et avec elle le monde. Donc moi, en commençant à écrire ce livre, j'avais l'impression effectivement d'être, j'allais dire, à l'origine des choses. Parce que la mère les accomplit et quand elle part, le monde se tait et il n'est plus le même. Donc quand on a fait l'expérience de l'orphelinat en quelque sorte, quand on est orphelin de sa mère, je pense qu'on voit tout, de la langue à l'espace, au temps, autrement. Voilà, donc l'expérience de l'écriture dans ce livre est cette expérience nouvelle pour moi, qui n'est ni dans la fiction ni dans l'autobiographie, mais comment recommencer le monde sans sa mère à travers une langue. Mais la sortie, ce seuil magnifique, et je me vois en train de lui demander pardon pour avoir transporté sa mémoire jusque sous les toits de France, l'avoir couché dans la langue étrangère. Accoucher de sa mère, avoir couché dans une langue étrangère, c'est un hommage magnifique à ceux qui croient que le monde est dans le duel, une langue contre une autre. Vous dites que la palette, c'est la palette des signes. Exactement, là on est dans le monde des signes. Il tatoue le corps des mères en fait, il est là, il est dans ce corps-là. Mais vous avez parlé de la langue étrangère, en fait c'est un tabou pour moi que d'écrire dans une langue qui n'est pas celle de la mère. Il y avait 3 difficultés, c'est pour ça que j'ai mis du temps à écrire ce livre. Beaucoup plus de temps que pour d'autres romans. Il y en a que j'ai écrit en 2-3 mois, à tel point que l'éditeur, vous savez, l'éditeur, il n'aime pas quand vous dites à quelqu'un, à votre public, « Oh, j'ai écrit très très rapidement. » Vous avez accouché il y a au moins 9 mois, sinon oui, plus. Mais vous savez, nous sommes là-bas en France dans une tradition chrétienne, c'est-à-dire que la chose ne vaut que si vous avez souffert pour, s'il y a de la souffrance. Là, elle a de la valeur. Donc il faut dire, « Ah, mais j'ai mis beaucoup de temps, ça m'a pris... » Non, moi, il y a des livres qui ont été un jeu pour moi et que j'ai écrit très très rapidement. Ce livre-là, j'ai mis des années, j'ai mis 3 ans. Et en fait, à chaque fois, il y avait 3 obstacles devant moi. D'abord, comment voir le corps de la mère nue? Comment parler de son corps, de sa propre maman? Ce qui, vous savez, pour nous, dans notre tradition, est quelque chose qui est interdit, qui est de l'ordre de la profanation. Donc c'est pour ça que je me sentirais toujours coupable, peut-être, d'avoir regardé ma mère avec un regard d'écrivain. Mais bon, qu'elle me pardonne, que Dieu me pardonne, je me dis ça. Le deuxième obstacle, c'est comment, au-delà de ma mère à moi, lever le rideau, le secret sur l'intime des femmes qui, comme vous le savez, dans les sociétés arabo-musulmanes, représentent l'identité même du clan.
et de la société arabe. Et le troisième tabou que j'ai l'impression d'avoir transgressé, et pour lequel je demande encore une fois pardon, c'est de l'avoir écrite dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle, qui n'est pas ma langue maternelle, qui n'est pas la langue du Coran. Donc, je l'ai mise dans une langue, la langue des infidèles, comme elle disait, hein. C'est ça. Mais après, je vous le dirai tout à l'heure, je trouve que je ne l'ai pas trahi. Cette langue ne l'a pas trahi. C'est même pas moi. La mer est en mots, la mer est là. Regardez ce livre, c'est votre propre livre, c'est votre propre corps. Et moi, j'ai vu ce dialogue entre une image et une autre image, et entre un vestimentaire millénaire, réécrit, revu, entendu. Et c'est beau, là, ce jaune, ce rouge, ce noir. La musique a rendu hommage au Kef. Elle a rendu hommage aux saveurs d'un sol, bien sûr, qui est encore le sol de la Tunisie, le sol, je veux dire, de la musique, le sol du théâtre, du meilleur théâtre, le sol de la lutte, de la meilleure lutte, les seuils du Kef. Alors, ces deux images, ça a été conçu quand même. Oui, il y a l'image de moi avec le houli ou le malia de ma mère. Et Vous êtes votre mère. Exactement. Il y a une transposition de mon corps dans celui de ma mère sans aucun problème. C'est pour ça que la notion même d'exil n'existe plus pour moi, puisque j'ai une facilité telle à reprendre non seulement le corps de ma mère, l'habit de ma mère, sa façon de parler et sa façon de vivre le temps. C'est pour ça que même en France, je suis dans une forme, comme vous voyez comme ça, d'extrême modernité, mais on me dit, mais tu as eu une mère comme ça, qui quand même a vécu comme vivaient les femmes il y a 5-6 siècles. Je leur dis, non seulement je l'ai eue, mais je suis capable de devenir elle. Alors pourquoi moi, parmi tous mes frères et sœurs, pourquoi moi je la porte, pourquoi elle est en moi, ça je ne sais pas. Mais c'est elle qui me rend facile, la transposition dans le temps, dans la durée, dans les espaces. Je suis elle est moi. Il y a eu cette alchimie qui fait peut-être que, voilà, dont relève ce livre en fin de compte. Mais on n'est pas le même quand on connaît Fawzia Zouel et quand on lit le roman, on regarde Fawzia de nouveau, on la regarde autrement. On ne le regarde pas de la même manière, impossible. C'est fini les Shahrazad, c'est fini les retournements, tout est fini. Mais là, c'est autre chose, c'est un autre monde. Par exemple, la mer et la vie. La mère et les médecins, par exemple, et l'humour. Auscultare, écoutez. Une mère qui se cache dit, mais ces médecins, ils servent à quoi? Ils font des cimetières bossus. Mais non, je suis bien, je n'ai pas le droit de voir. Voit-il d'ailleurs? Qu'est-ce qu'il a vu, lui? Qu'est-ce qu'il a entendu? Auscultare. Elle refuse de voir les médecins. Parce qu'elle dit, le jour où je vois un médecin, c'est le jour où je tombe malade. C'est-à-dire que le médecin n'est pas le commencement d'un processus de guérison, mais un processus de maladie et de mort. Donc elle a toujours refusé. Et puis le médecin, il touche le corps de la mère et pour elle, ce n'était pas possible. Et donc pendant 70 ans, elle n'a jamais vu un médecin, cette maman. Mais vous savez que vous êtes en train d'inventer la Tunisie. Ma mère, moi, avait chassé un médecin une fois. J'avais appelé une urgence, elle était dans la rue, le médecin était là, j'étais là, pas du tout heureux, et lui, il était très heureux. Il m'avait dit, votre mère vient de me chasser. Je suis désolé, je vais vous payer. Il me dit, non, elle se porte bien, elle est dans la rue. Oui, pour nos mères, en fait, la modernité commençait par la première fois où on les oblige à voir un médecin. Voilà, on a basculé dans un autre monde qui n'est plus le leur, puisque elles vont révéler leur intimité à un regard étranger. Mais je raconte aussi l'histoire du père qui, au contraire, et ça peut-être que c'est une histoire d'homme, adorait la médecine, Madame Médecine, et les médicaments. Et mon propre père avait toujours eu dans sa vie un petit couffin dans lequel il a mis toutes sortes de médicaments qu'il goûtait, quel que soit à quoi ils servaient. Il en goûtait le goût, il en offrait à ses copains, et même quand la date n'était plus bonne, eh bien, il les utilisait encore. Il rêvait de faire de l'un de ses enfants un médecin, et quand il descendait, vous voyez l'agriculteur du Kef qui descend à Tunis, eh bien, pendant que les autres font les magasins ou vont voir je ne sais pas qui, eh bien, lui, il faisait les hôpitaux. Il regardait les médecins, il serrait la main des médecins. Et pour lui, c'était ça, la grande promenade de Tunis. Fawzia Zouali,
la mer à Tunis. Le miracle Césaire, il faut réveiller Césaire là, hein. Les armes miraculeuses. Une dame qui passe, alors elle traverse un hôtel, déjà on lui offre ce qu'elle a envie de voir peut-être, ou ce qu'elle ne demande même pas. Elle Elle demande traverse une rue, la rue se transforme, se métamorphose. Le théâtre vivant, cette Tunisie du Nord qui retrouve le ventre de Tunis, le ventre de Paris, le ventre de Tunis. Là, vous avez utilisé quelle encre pour écrire quel parchemin, parce que parler d'une mer, c'est pas du tout évident. En fait, tout dépend du regard qu'on pose sur elle. Pour moi, balader cette femme qui était en maillet, en bijoux, qui n'était jamais sortie de sa maison, la balader dans une rue de Tunis, c'était la profaner. Et je savais qu'elle-même, elle n'appréciait pas ça. Je dis d'ailleurs à un moment, c'est comme les poissons qui échouent morts sur une plage. On ne peut pas transporter la mer, qui considère que sur ses épaules repose le monde, repose le village, le clan. On ne peut pas l'exiler, ce n'est pas possible. Là, encore une fois, il y a une confusion que je fais, je crois inconsciemment, de l'exil de ma mère et du mien. Moi, je suis partie en France après mes études en Tunisie, ça va faire 30 ans. Et elle n'a fait que 200 kilomètres, du Kef à Tunis. Eh bien, je me demande si son exil n'est pas plus lourd, plus profond, plus malheureux que le mien. Mais Paris était à Tunis. Son langage, les registres des parlers, la joie du mot, la force du mot, les mots sous les mots des mots. Et les langues sous les langues, puisque cette mère, qui n'a jamais été à l'école, qui est analphabète, eh bien, et qui était aveugle à la fin, elle écoutait les mots. Et que quand nous, on ne voulait pas qu'elle sache ceux qui sont morts au village, ceux qui ont eu des malheurs, eh bien, on disait ça en français. Et à un moment, elle posait la question, mais qu'est-ce qui est arrivé à telle personne dont on citait le nom? Et on se disait, mais comment se fait-il qu'elle comprenne le français? C'est ça. Et les guillemets ne servent à rien ou pas grand-chose. Non, non. On a beau mettre des guillemets, Et c'est pour ça ça que je déborde. c'est pour ça que je dis que moi je dépasse. On parlera de la langue. Moi je ne suis plus dans la conception de langue française comme la concevait Kate Biessine et d'autres. C'est peut-être là une démarche assez féminine, je ne sais pas. Mais la langue n'est plus une sorte de butin de guerre, non. La langue, on l'a fait nôtre. Et je me demande si les femmes, outre la langue maternelle, n'inventent pas une sorte de langue utérine. Il y a quelque chose de l'intérieur, d'au-delà des langues qui parlent les mères, qui dit les mères. Mais vous parodiez l'expression que les meilleurs critiques n'utilisent plus. Le français, pour Kate Biessine, est un butin de guerre. Et vous dites butin de mer. Et d'ailleurs, attention, prononçons comme il faut butin de mer. Le butin, c'est la mer. C'est pas la guerre. Exactement. C'est pas la langue. Quelle langue pour contenir quelle mer? Voyons, soyons sérieux. C'est-à-dire que là, nous passons, donc les choses ont changé, d'une langue et d'une approche de la langue qui était dans une forme de terminologie militaire, dans la logique des razzias. Et nous, en tout cas, moi, je pacifie ces langues. Et je dis, à partir du moment où cette langue me donne mon butin de mère, c'est-à-dire me redonne ma mère, eh bien, c'est ma langue. Et elle est même avant la langue maternelle. À partir du moment où elle rend hommage à la mère, où elle est fidèle à la mère, c'est ma langue. Quel que soit le continent où elle est née, cette langue, quel que soit le peuple à qui elle appartient, c'est moi qui invente ma mère et la langue en même temps. La mer, mais quelle poésie! Là, bien sûr qu'entre la mer et la mer Méditerranée, la Méditerranée, le bleu, mais quand on parcourt le livre, quand on le lit, le bruit, ça brouille, la distance, ça déteint le rouge des coquelicots. Les passages poétiques, la joie de voir que le texte se transforme, se métamorphose sous les yeux du lecteur. C'est-à-dire que cette mère, elle a une notion du temps qui ne nous appartient pas. On m'a dit, il y a un peu du Garcia Marquez, je ne sais pas. Mais cette mère, elle dit, eh bien, je suis née à l'époque du prophète. Parce que pour elle, c'est comme ça. Et il faut accepter sa durée. Cette mère, elle dit, eh bien, il a plu pendant 10 ans. Eh bien, moi, je ne conteste pas cette durée. Je la laisse raconter les choses telles qu'elle les perçoit. C'est pour ça que cette mère, elle est un peu de tous les temps. Un autre espace, un autre temps. Et il faut la laisser parler comme elle le veut. Et par exemple, ses vrais amis, ce ne sont pas les êtres visibles, ce sont les êtres invisibles. C'est-à-dire que ses copains, ce sont les saints, et c'est dans les mausolées qu'elle parle, et elle ne nous parle pas à nous. À nous, elle ne dit pas sa vie, son histoire. Elle va chez son ami le saint de la famille, et elle l'engueule, et elle parle avec lui. C'est un autre discours. Mais à nous, elle cache aussi bien ses blessures, ses douleurs, ses secrets, et elle commence à nous raconter les contes qui n'ont rien à voir avec sa propre vie.
Zueri, on dit que deux mondes parallèles ne s'en rencontrent jamais. Mais la mère et la fille, et le monde parallèle de la femme est un monde qui n'est plus parallèle parce que la spirale a pris la relève et elle a transformé le parallélisme en fleurs, en récits, mille et un récits. Et ça, c'est incroyable, encore une fois. Les saints, on dit, oh là là, on aime ou on n'aime pas. Mais là, non, non, non. La mère a raison de faire ce qu'elle a fait, de manipuler mille et une choses, de cacher un jeu. Et elle est dans le secret Oui. des anges. Et elle sera toujours dans le secret. C'est-à-dire que même sa propre vie, ce n'est pas à ses propres filles qu'elle va la transmettre. Elle va la transmettre à une fille étrangère à sa lignée. Parce qu'on ne transmet pas sa propre vie à ses propres enfants. Il y a quelque chose de scandaleux là-dedans. Et puis cette mère, elle va inventer une sorte de fausse pathologie. C'est-à-dire qu'elle n'a pas Alzheimer, mais elle va jouer Alzheimer. Elle va faire croire qu'elle a oublié les choses. Pourquoi ? Parce qu'elle ne veut pas en parler. Et parce qu'elle veut son propre silence, le seul qui l'a fait voyager dans son village. Donc elle dit « Ah, j'ai tout oublié ». Mais elle attend que ses enfants partent et elle recommence et elle s'en va dans son village à travers l'imaginaire. C'est incroyable, Zueri. Je pense tout à coup à une mère qui fait semblant de ne pas entendre. Elle dit « Non, ça y est, je suis sourde ». Elle ne la connaît pas. Et elle trie. Elle propose le silence. Et le silence est une opinion, le silence est un langage. Oui, oui. Dans cet exil, elle a inventé des procédés, des procédures de survie. Comment survivre à la ville, au béton? Comment survivre au bruit? Comment survivre à l'absence des coquelicots? Comment survivre à tout ça? Cette mère, elle s'imagine, par exemple, de temps en temps, elle a quelqu'un qui est à la maison, elle lui dit « Bon, maintenant, on va partir au village. » Comme elle est aveugle, donc elle va faire croire à cette personne qu'elle dit n'importe quoi. Et elle dit « Bon, allez, on va prendre les chevaux, parce qu'elle est à l'époque pour elle des chevaux, et on y va, une calèche. » Et cette personne, à la maison, lui met sa chaise roulante. Elle s'assoit sur la chaise roulante, elle lui fait croire qu'elle le croit, et elle lui dit « Allez, maintenant, fouette les chevaux, on va y aller. » Et alors, il lui dit « D'accord. » Et il lui met la musique de Boroga pour qu'elle se mette vraiment dans... Et à un moment, elle dit « Fais attention, parce que regarde, il va pleuvoir, et il va y avoir la crue. Fais attention. » Et donc voilà un voyage imaginaire. Elle s'y croit, lui il la laisse croire qu'elle est, mais elle n'est pas bête, elle sait très bien qu'elle joue. Et Stouff, alors là, c'est incroyable comment ce qu'on pourrait appeler la fin renvoie à un commencement et là c'est la mère, ça n'arrête pas de commencer, de recommencer parce que voilà, l'amour, bien sûr n'aime pas les temps, n'aime pas les modes, n'aime pas... L'amour, c'est l'amour. C'est fou l'amour. Et alors Stoufa est là, écoutez, il s'impose. Oui, c'est la doublure. Oui. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'amour avec la mère, vous êtes d'accord, hein? On ne parle c'est pas interdit, d'amour. voyons. Non, on ne sait pas si elle a aimé son mari et nous n'avons pas le droit de lui poser la question. Ça ne se fait pas chez nous, on est d'accord. On ne va pas lui dire Maman, est-ce que tu as aimé papa? Ça ne se fait pas. Donc, on ne l'interroge pas sur les sentiments, puisque elle-même ne montre jamais quelle a été la relation avec le père. Donc, cette mère qui, à 92 ans, tombe amoureuse de son chauffeur ou de son gardien d'immeuble, eh bien, elle veut recommencer l'histoire d'amour, non pas parce qu'elle aime ce type-là, elle ne le voit pas, mais parce qu'elle veut recommencer l'histoire de son propre mari qu'elle avait aimé. Et à 92 ans, elle est amoureuse et elle vit comme une jeune amoureuse. Elle est dans le tactile. Oui. Elle est dans le subtil. Elle est dans l'arrogant invisible. Dans les mots d'amour. Elle est dans la boue de Baudelaire. Et dans l'or qui dort ou qui s'endort. Mais c'est dangereux, votre roman. C'est un roman qui ne laisse pas indifférent. Allez, continuons. La mère et ses livres. Livre 1, livre 2, livre 3. 3 livres, ça délivre la mère? Ça délivre le monde de la mère? En tout cas, est-ce que ça me délivre moi de la mère? Ou est-ce que ça m'enchaîne encore à elle? Je ne sais pas. Je vous le dirai dans quelques temps. Pour le moment, le livre vient de sortir. Je vous dirai aussi si je me sens toujours un peu coupable ou si je me sens pardonnée. Mais effectivement, c'est une tentative je dirais pas de libération, mais d'une nouvelle rencontre. Et vous savez, à travers ce livre, j'avais aussi peur pour la Tunisie. C'est pour ça que j'ai mis cette mère. Tunis. D'ailleurs, la grand-mère s'appelle Tunis. Parce qu'elle est morte avant la Révolution, cette mère. Et quand la Révolution arrive, je me dis, est-ce qu'elle va laisser trace? Ce qui va devenir après va laisser trace de ma mère. Est-ce que je ne vais pas la perdre pour toujours? C'est pour ça que je veux l'accrocher à travers un livre. Je veux la rattraper. Je me dis, la Tunisie de ma mère ne sera plus.
elle n'est plus. Et c'est derrière elle que je cours pour que cette Tunisie-là, dans laquelle vous vous reconnaissez, et beaucoup d'autres, les jeunes maintenant, dans quelques années, ne s'y reconnaîtront pas. Donc il y a une tentative vraiment de garder un patrimoine qui est dans ce livre. Ce n'est plus la même Tunisie, c'est une autre Non. Tunisie maintenant qui est en Non. train de s'écrire. Quand vous voyez par exemple qu'après 2011, moi j'étais dans mon village et quand j'ai vu que le saint, Sidi Asker ou ma mère, à qui elle parlait dans le silence pour dire ses secrets, eh bien ils ont essayé de le détruire. Je me suis dit voilà, que ma mère aimait, ce qu'elle respectait, le monde de ma mère est en train d'être détruit. Par qui, on sait par qui maintenant. Mais voilà, c'était cette tentative de destruction du pays et de ma mère que je ne pouvais pas supporter. Le monde des saints fait peur parce qu'il est dans la poésie, il est oui. dans l'incertitude, il est dans la physique quantique. Mais les terroristes sont dans la ligne droite, arrogante, qui voit un début, une fin, qui voit le binaire, oui ou non, vous êtes avec moi ou contre moi, et c'est terrible. Et qui oublie cette Tunisie millénaire dans laquelle les civilisations se sont succédées. Parce que cette mer-là, elle est kabyle, berbère, arabe, elle comprend le français sans avoir jamais été à l'école. Elle est la mer, elle est l'origine du monde, comme j'allais dire toutes les mers, quelle que soit leur civilisation et le pays où elles se trouvent. La mer se réveille Yamma. Il y a deux M, hein. Donc là, le son, la musique, le cri de la mer, vous l'entendez maintenant. Certainement que vous l'entendez, Fawzia Zouhali. Bien sûr, nous on dit homme, homme. Et sa voix, est-ce que sa voix est en vous? Oui, et elle est rythmique. C'est-à-dire qu'à la fin, elle parlait en vers. Elle ne parlait plus comme on parle comme ça. D'abord parce qu'elle parlait la langue de son village. Et comme elle a vu que les Tunisois ne parlaient pas comme elle s'est abstenue. Elle ne parlait plus. Et après, elle a commencé à parler en vers. Vous savez, ça, c'est la tradition de l'Khanseh. Elle parlait en poésie. Et je pense que j'ai écrit le français avec la poésie de ma mère, avec le rythme de ma mère. C'est un autre français. Dire langue ou langage, non, on n'est plus dans le linguistique, on est dans la parole. Je crois qu'il y a la voix de ma mère là-dedans. Il y On est a la dans partition de ma mère. J'ai dit un roman de parole, Oui. un roman de chant, un roman de musique, un roman lumineux. Alors, le mythe, les légendes, le lion de la vallée, ou ce personnage terrible, le regard de Béchir, le tambour, c'est quoi par rapport à la première partie qui est, je dirais, moi, exceptionnelle. Moi, je crois que tous les lecteurs qui ont connu leur mère, vu leur mère, perdu leur mère, quand ils lisent ou relisent la première partie du livre de Fawzia Zouhali, vont vivre un moment exceptionnel. Je ne dis pas plus, la lecture est un acte de liberté. Quelle joie d'avoir écouté une romancière qui s'est habillée comme sa mère, qui a porté les vêtements de sa mère pour retrouver son langage, son corps, les deux trésors inaliénables et jamais aliénés. Fawzia Zouhali a certainement relu Keteb Yessine pour lui dire que le corps d'une mère est un théâtre, et un théâtre qu'on n'oublie jamais. Bravo pour Fawzia Zouhali. Là aussi, elle nous donne à lire un roman tunisien absolument moderne. Intersigne. Une émission de Habib Salha.